journée électorale continue sur ATV, le débat sur la deuxième circonscription. Nous sommes avec notre troisième groupe de candidats. On va rappeler pour celles et ceux qui prennent l'antenne maintenant les caractéristiques de la circonscription. Karen Brun. C'est la circonscription de Gabriel Louis Carabin qui ne se représente pas après 3 mandats consécutifs, mais qui sera donc la suppléante de Diana Perran. Alors cette circonscription est particulièrement convoitée puisque vous êtes 26 candidats pour un siège de député. Donc c'est un record, puisque il n'y avait que 9 candidats en 2012. Alors là, vous allez avoir 1 heure pour convaincre nos électeurs de voter pour vous dans cette circonscription qui couvre, je vous le rappelle, Anse-Bertrand, La Désirade, Le Gosier, Sainte-Anne, Le Moule, Petit Canal, Port-Louis et Saint-François. Alors les candidats sont là sur le plateau. Carole Log. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la Guadeloupe. Et puis plus particulièrement, effectivement, ceux et celles de la seconde circonscription. Jean-Jacob Bissette. Bien bonsoir à toute peuple Guadeloupe. À vos côtés, Michel Girdari. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir et j'espère que nous allons leur livrer un bon débat qui permettra qu'ils puissent effectuer un choix éclairé parce que ici c'est une élection nationale, ce n'est pas une municipale, ce n'est pas une départementale et qu'on soit au niveau de l'exigence de la fonction. Arlette Valentino. Bien, moi aussi, je salue tout le monde et particulièrement les travailleurs qui m'écoutent ce soir. Donc, Madame Valentino, je vous rappelle que vous êtes porté les couleurs du combat ouvrier et puis à votre droite, Jacques Cancel, vous êtes candidat du Parti communiste guadeloupéen. Bonsoir. Bonsoir, oui, je transmets des salutations chaleureuses donc à toute cette population de la deuxième circonscription. Alors vous avez une toute petite minute pour nous dire le député que vous voulez être si vous êtes élu à l'Assemblée nationale. Quel député voulez-vous être? Carole Log. À titre préalable, je pense qu'on n'a pas pensé à le faire. J'aurais quand même une pensée émue pour les victimes et les parents des victimes hier soir de l'attentat de Manchester. Ça, c'est en premier lieu. C'est ma première observation. Donc, il faut quand même qu'on est quand même dans un monde. Et en tant que député, justement, on l'a rappelé, le mandat est national, en dépit du fait que l'élection soit locale. Donc, le député que je voudrais être, c'est un député qui assure justement cet équilibre entre la prise en compte de nos particularismes, des attentes de notre population, qui assure une jonction, si vous voulez, entre la proximité, parce qu'un député aussi doit prendre en charge quand même les attentes de sa population, et en même temps assurer et développer une compétence au niveau national. Merci, Jean-Jacques Bissette. Oui, alors, en préalable, je dirais ceci. Je serai le député de la rupture. La rupture avec des années de politique assimilationniste, aussi bien du gouvernement français que de la Commission de Bruxelles. Je suis ancien député européen, j'ai siégé au Parlement, j'ai eu à combattre les lobbies coloniaux qui, effectivement, maintiennent notre pays sous leur coupe. Et moi, député, je serai le député de la rupture. C'est-à-dire que ce que je souhaite, c'est, comme Aimé Césaire en son temps l'avait fait, c'est avec le groupe que je représenterai au Parlement européen, c'est-à-dire Région et Peuple Solidaire qui recoupe des Basques, des Catalans, des Mosellans, des Corses, rompre avec la République jacobine pour faire émerger effectivement des structures autonomes et en finir avec le centralisme jacobiniste de Paris. Alors, Michel Girdari, quel député vous voulez être? Alors, je voudrais dans un premier temps rappeler que nous sommes en Guadeloupe, un territoire d'outre-mer qui souffre de multiples maux. Tout à l'heure, j'ai entendu les 2 débats précédents où on parle beaucoup de littérature politique, d'histoire politique. Le peuple a besoin aujourd'hui de réponses face à ces problématiques. Il faut faire des propositions de loi. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup entendu de propositions de loi jusque-là, alors que c'est l'activité principale du député. Je serai un député qui formule des propositions de loi. Des propositions de loi qui sont en parfaite adéquation avec les problématiques locales. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de revenir sur les problématiques majeures de santé publique que sont le chlordécone, que sont la problématique d'eau, que sont la problématique également de situation de monopole que nous avons en Guadeloupe qui sont totalement illégales eu égard au droit français, au droit européen. Le peuple guadeloupéen a mal, il souffre, il déserte aujourd'hui les bureaux de vote, il en a assez de ces politiques parce que les politiques n'apportent pas de solutions. Je suis candidat ce soir pour apporter des solutions au travers de propositions de loi qui sont clairement édictées. Merci.
Alors Marlène Valentino, vous, dans ce qui vous concerne, quel député vous voulez être? Eh bien moi, en tant que travailleuse, en tant que militante de combat ouvrier, je me présente à ces élections pour faire entendre mon camp, le camp des travailleurs. Parce que, pour l'instant, dans ces élections, nous n'avons pas la parole. Nous voulons, pour cela, nous exprimer, profiter de ces élections pour dire que nous avons une existence, nous les travailleurs. Nous voulons mettre en avant nos intérêts aussi dans ce combat-là. Les intérêts des employés, des ouvriers, des retraités, de tous ces gens qui sont condamnés au chômage, condamnés au petit boulot. Les intérêts des travailleurs en invalidité ou à la retraite. Moi, je suis candidate pour que des milliers de femmes et d'hommes qui font fonctionner l'économie, et ça souvent dans des conditions de plus en plus dures. La condition des travailleurs devient insoutenable. Et ça, on ne l'entend pas. Donc une députée de rupture comme M. Bicêtre? Pas comme M. Bicêtre. Nous sommes des travailleurs qui voulons porter aussi leurs revendications, parler de leurs intérêts, pour qu'ils puissent dire qu'ils existent et qu'ils sont une force vive. M. Cancel va nous dire, lui, quel député il souhaiterait être s'il était élu. Alors écoutez, M. Canneval, ma candidature à ces élections s'inscrit en droite ligne de ma vie militante. Je ne viens pas à ces élections pour m'essayer. Je n'ai pas rêvé un jour d'être député. Je suis un militant qui, depuis tantôt, avec d'autres bien sûr, j'ai travaillé donc pour tenter de sortir mon pays de cette situation catastrophique, de cette ornière. Je serai d'abord un député présent. Et je le dis avec force, par respect envers les électeurs, mais envers moi-même. Je serai un député qui puisera précisément ses interventions dans les nombreuses rencontres que j'ai déjà eues avec tous ceux et toutes celles qui font la Guadeloupe. Je serai la voix des sans-voix, la voix de ceux qui souffrent en Guadeloupe, parce que je ne voudrais pas être ce député doumien quémandant des miettes exotiques. Vous voyez l'image. Je serai un député militant, en droite ligne, je le répète, de ce que je suis depuis très longtemps. Un député qui sera à l'écoute et qui, comme le disait Michel Gilary, fera également des propositions. Je ne servirai pas simplement de variable d'ajustement lors des votes des lois. Je proposerai également, pour l'amélioration de la situation en Guadeloupe, des lois et des dispositifs. Merci, M. Cancel. Alors, vous êtes 5 candidats autour de cette table, mais vous êtes au total, je vous le disais tout à l'heure, 26 dans cette circonscription. Et au total, en Guadeloupe, vous êtes 86 candidats pour seulement 4 députés, 82 candidats, pardon, pour seulement 4 mandats de députés. Alors, est-ce que pour vous, Carole Locke, ce nombre record de candidats à cette élection est raisonnable? Cela témoigne d'une vitalité de la démocratie dans notre île. Par contre, ce qui est déplorable quand même d'observer, c'est qu'il y a cette vitalité à postuler pour un mandat, mais qu'il n'y a pas cette vitalité qui réapparaît et transparaît à travers les votes, puisque les élections législatives sont connues pour être une élection où l'abstention est très élevée, le taux de l'abstention est très élevé. Et on souhaite effectivement que par le biais de ces candidatures extrêmement importantes, dont le nombre est élevé, qu'on puisse assister lors de ces élections des 10 et 17 juin à une manifestation de la volonté populaire de la population à vouloir effectivement s'inscrire dans le processus politique que nous voulons afficher aujourd'hui en nous présentant à ces élections législatives. Mais il faut aussi reconnaître que si nous avons tous les 82 candidats dans les 4 circonscriptions à pouvoir avoir pu nous inscrire, c'est bien parce que nous remplissions les conditions fixées par la loi pour pouvoir prétendre à ces élections. Voilà. Donc vous êtes tous des candidats légitimes, c'est votre point de vue également? Tout le monde devait porter leur candidature, Jean-Jacques Bicêtre? C'est la démocratie. Personnellement, ce qui a frappé mon pays là, c'est que nous avons problème à l'eau, nous avons problème l'école, nous avons problème chômage. Et depuis
Non, en réalité. Depuis 1946, il y a voté en loi, la loi d'assimilation, qui a fait que peuple en nous jouclé à dans un système. Départementalisation. Oui, de départementalisation. Jouclé à dans un système qui n'a pas qu'à permettre de prendre responsabilité et d'évoluer. Je dis là. C'était pourtant l'objectif de ceux qui ont porté cette loi à l'époque. Oui, c'était sûrement l'objectif d'évoluer socialement. On peut dire que la loi de départementalisation a réussi sur le plan social, mais lorsqu'on fait le bilan de cette loi sur le plan économique, c'est une catastrophe. Je vous rappelle qu'en 1946, la couverture de la balance commerciale guadeloupéenne était de 140%. Vous savez de combien elle est aujourd'hui? Elle est de 7,5%. Voilà le drame de la départementalisation en Guadeloupe. Alors aujourd'hui, que 82 Guadeloupéens décident de concourir à la députation pour effectivement apporter leur savoir, so what? Mais ce que je dis, c'est que je constate que certains font un tour de chauffe. Nous avons des candidats, et nous pouvons les identifier très clairement, hein. Je peux même vous donner des noms, qui sont là uniquement pour préparer les prochaines municipales. Ils viennent là, ils vont se placer pour pouvoir après négocier leur situation sur les prochaines municipales. C'est ça, ils sont là en attendant 2020. Alors, moi, je suis un ancien député européen, je n'ai jamais cumulé de mandat. Quand j'étais maire adjoint et que j'ai été élu député, la première chose que j'ai faite, j'ai démissionné. Ma conception, c'est un homme, un mandat. Vous avez des candidats à ces élections qui cumulent déjà sur le plan local. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vont apporter de concret dans leur pratique politique? Nous voulons donc pour vous, une rupture bonne santé avec de la système. démocratie. 82 candidats, c'est plutôt un bon signe. C'est un bon signe. Moi, ce que je dis, c'est que tout le monde court, mais je ne sais pas après quoi. Alors, Michel Girdari, est-ce que vous allez y pensez arriver. Vous allez y arriver ce soir. est-ce que vous pensez que 82 candidats, c'est un élan démocratique naturel? Alors, de manière historique, c'est la première fois qu'on a autant de candidats à une élection législative en Vous étiez Guadeloupe. On bat 33 tous les candidats en records. 2012, hein. On bat tous les records. Donc, ce qui veut dire qu'il y a pour moi deux enseignements majeurs à tirer. D'une part, effectivement, nous sommes dans un système où toute personne de la société civile peut s'inscrire dans une élection, et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'en fait, on s'implique dans la vie de la cité, dans la gestion de la cité. Et ça traduit aussi le fait que beaucoup de choses ne tournent pas rond, ça ne va pas bien. Et tout le monde pense avoir la possibilité d'y apporter sa contribution pour faire avancer les dossiers qui n'avancent pas, il faut le dire. Deuxième événement qu'il faut retenir comme enseignement également, ça veut dire aussi que c'est l'échec des partis politiques traditionnels. Vous regardez le nombre de personnes aujourd'hui sans étiquette, qui ne concourent pas, qui ne demandent pas l'investiture, le soutien des partis politiques. L'état du pays aujourd'hui, M. Bicep l'a dit tout à l'heure concernant le taux de couverture qu'il a dit de 7,5, qui est plutôt autour de 6% que sur 7,5. C'est-à-dire nous importons pour 94% que nous exportons pour 6%. C'est un drame économique, c'est un drame humain, c'est un drame social qu'on peut lier peu ou pas à la départementalisation de 1946. Chacun, en tout cas, son analyse là-dessus. Mais je veux surtout retenir que dans cet enseignement, les partis politiques, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, du centre, du haut, du bas, de gauche, de quelque bord qu'ils soient, c'est la faillite des systèmes politiques. Tout à l'heure, on a beaucoup entendu parler d'Emmanuel Macron. On aurait même pensé qu'Emmanuel Macron était sur le plateau. Tellement on avait du Macron par-ci, du Macron par-là, on aurait pensé qu'il s'est incarné sur ce plateau. Eh bien, écoutez, cet homme est parvenu au pouvoir. Évidemment, il y avait des alliances de pouvoir secrètes, on peut dire ça. Mais il a quand même fait la démonstration qu'on peut arriver aujourd'hui à être élu sans avoir d'appareil politique. Je suis, pour ma part, sans étiquette dans ces élections. Je n'ai sollicité aucun parti pour avoir leur approbation. J'ai entendu tout à l'heure des candidats dans le deuxième débat se revendiquer être de la société civile. Or, ces mêmes candidats ont demandé d'une part au PPDG d'avoir une investiture, ensuite ont couru demander au PS d'avoir l'investiture, et ce soir, venant sur le plateau, se revendiquer société civile. Écoutez, on parle de renouvellement de la vie politique, on parle de recomposition de la vie politique, mais je pense qu'il faut avoir un peu de vérité, de morale. Voilà. Alors, Marlène Valentino, est-ce que 82 candidats, ça vous paraît raisonnable?
En tout cas, ça ne me dérange pas parce que je suis pour la liberté d'expression. Donc, autant de personnes qui veulent s'exprimer sur la situation, ça ne me dérange pas. Ce que je regretterais, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de représentants de la classe ouvrière. C'est ça qui me dérange parce que cette classe ouvrière qui est une classe combattante, et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je voudrais saluer le combat, par exemple, des habitants de Grand B, qui se battent pour garder leur maison, qu'ils ont pris des années à la sueur de leur front pour construire et qui aujourd'hui sont mobilisés pour ne pas perdre ce qu'ils ont pris une vie à bâtir. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de travailleurs, vous serez candidat sous quelle forme? Je poursuis mon raisonnement. Je me bats aussi et je représente aussi et je salue aussi le combat des ouvriers de la banane, des gens qui ont été réduits en esclavage pendant des années et qui aujourd'hui lèvent la tête, chose qu'on n'avait jamais vue. L'ensemble des plantations sont aujourd'hui en grève. On n'a pas vu ça depuis 30 ans pour réclamer leurs droits. Et bien moi, je voudrais aussi que des travailleurs qui sont capables de lutter à ce point-là, et bien aussi, qui puissent aussi former une force politique. La lutte tout seul ne suffit pas. Il faut une force politique pour pouvoir s'imposer dans cette société. Et donc, ce que moi je voudrais, c'est qu'il y ait davantage de gens de cette catégorie-là qui viennent défendre leurs intérêts et qui viennent parler en leur nom propre. Parce que la majorité des gens présents dans ces élections, ils ont le droit d'y être, je n'ai aucune opposition à cela, mais ils ne représentent pas cette population en souffrance. Alors, si les États, ils vous concurrenceraient directement, puisque vous parlez pour eux aussi. Eh bien, plus on serait nombreux. Parce que, vous savez, là, madame, il y a, vous avez dit, 82 candidats. Je suis quasiment sûre que 80 sont en train de défendre le camp des possédants. Alors moi, je voudrais bien qu'il y en ait aussi 80 qui représentent le camp des travailleurs. Il y en a 4 qui représentent le combat ouvrier, en tout cas. Vous êtes présent dans toutes les circonscriptions. Il en faudrait plus. Il en faudrait plus. Jacques Cancel. Oui, alors moi, je me sens guère autorisé à porter le jugement de valeur quant à la candidature des uns et des autres. Comme on dit les autres, ce que vous appelez la démocratie. Je fais simplement confiance à la clairvoyance et à l'intelligence politique des électeurs de cette deuxième circonscription pour bien évidemment faire le tri. Alors, j'ai entendu parler souvent de société civile, c'est une expression qui est venue à la mode. La société civile, personne ne donne une définition précise. Ceux qui sont issus de la société civile seront élus demain. Il faudrait les dégager puisqu'ils ne seront plus société civile. Bref, moi je ne suis pas élu. Je suis enseignant directeur d'école, je suis de la société civile. Donc moi je suis un militant d'abord. Alors quand on parle de société civile, pour moi c'est un faux problème. Je suis un militant, je l'ai dit. Et soutenu par le Parti communiste guadeloupéen. Pas soutenu, investi par le Parti communiste guadeloupéen, c'est-à-dire défendant les travailleurs effectivement depuis la nuit des temps. Oui. Alors, il ne vous aura pas échappé que le gouvernement est déjà au travail. Il attend une majorité pour valider ses options. Et aujourd'hui, les négociations pour l'habilitation, pour réformer le code du travail, les discussions ont commencé. Alors, comment vous, en tant que député, si vous êtes élu, vous allez vous retrouver en plein dans ce champ, dans ce débat ouvert sur la réforme du code de travail par ordonnance? C'est ce que souhaitait le président Macron. Alors, Carole Log, comment vous vous situez par rapport à cette question? Alors, il y a deux sujets dans votre question. Il y a d'abord l'habilitation, la loi d'habilitation qui autorise le président de la République à faire adopter effectivement cette réforme du code par ordonnance. Donc ça, c'est un premier point. Et le second point, effectivement, c'est la réforme du code du travail en elle-même. Donc les votes par ordonnance, vous savez, ça me dérange, ça me gêne. Je comprends effectivement que pour l'instant, il n'est pas une majorité qui lui permette de travailler comme il le souhaiterait. Bon, c'est vrai qu'il y a des dispositions constitutionnelles, les articles 38 et 74-1 de la Constitution, qui permettent effectivement au président d'adopter des textes à caractère législatif par voie d'ordonnance. C'est vrai qu'on est dans l'urgence, mais ce n'est pas, j'adhère pas parce que je veux, mon optique effectivement en tant que juriste, c'est avant tout
que s'instaure un débat parlementaire et que c'est au cours de ce débat parlementaire et en retenant surtout que l'essentiel du travail du député, et c'est ce qui a échappé à nos députés et qui nous a fait, qui aujourd'hui nous met dans une situation de société effectivement presque ingérable. Et c'est la raison pour laquelle ils n'osent pas se représenter. Il y a le cumul des mandats, mais c'est l'une des raisons essentielles pour laquelle ils ne se représentent pas, c'est qu'ils faisaient défaut dans les commissions. Il y a 8 commissions permanentes. Et ils n'étaient pas là pour défendre les intérêts de leur département. Ils n'étaient même pas là pour nous représenter. Alors quand aujourd'hui, ils viennent expliquer certaines choses, il faudrait qu'ils aillent s'excuser. Alors vous êtes sur la première partie. Alors la deuxième partie. Et la deuxième partie, la réforme du Code du travail, je crois qu'effectivement, qu'il faut chercher une solution qui soit appropriée. Et je ne pense pas qu'en tant que député, que je vais adhérer tout de suite à un texte sans le consulter, sans vérifier le contenant de ce texte. Et ça, c'est un principe article par article, il faudra décortiquer et surtout en discuter et en référer avec ceux qui nous auront placés. Mais s'il y a une habilitation, il n'y a pas de discussion article par article. Non, tout à fait, il n'y a pas de discussion. Et c'est ce qui est dommage. Mais par contre, s'agissant du vote par ordonnance, il faut savoir que la durée est limitée. Oui. La durée est limitée. Et que par la suite, il faudra qu'ils viennent devant le Parlement pour demander effectivement que cette ordonnance devienne un texte de loi. Pour l'instant, ce sont des ordonnances à caractère législatif. Monsieur Bissep. Oui, bon, sur la première question, la première partie de la question, sur la question de la méthode. Moi, ce qui me choque, c'est qu'un président de la République dont le socle démocratique est à 24%. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens qui ont adopté et qui ont approuvé le projet Macron représentent 24%. Donc, avec 24%, donc, c'est-à-dire qu'il y a 76% des gens qui n'ont pas adopté son projet au premier tour. Et avec 24%, voilà-t-il que le président de la République décide, parce que c'était dans son programme, et parce qu'il a battu Marine Le Pen au deuxième tour, il se croit autorisé à imposer sa vision. Il faut mettre en cause les règles de fonctionnement d'une élection démocratique. Non, il y a 2 tours. Je ne remets pas en cause. Il faut les qualifier pour le deuxième tour. Non, lorsque vous êtes le président élu avec le plus faible score au premier tour dans une élection dans la Ve République depuis qu'elle se déroule en 1965, vous vous posez des questions quand même avant de partir et de vous mettre à légiférer par ordonnance. Voilà. Donc il n'est pas légitime pour légiférer par ordonnance? Non, je trouve qu'il n'est pas légitime pour légiférer par ordonnance et qu'il n'a pas obtenu mandat du peuple pour le faire. Le deuxième tour, effectivement, les gens ont voté, non pas pour, les gens ont voté contre. Ce n'est pas un vote d'adhésion qu'il a eu Macron. Il a eu un vote de rejet de Marine Le Pen. Donc, on ne peut pas dire qu'il est légitime à mener cette réforme dans les conditions qu'il entend la mener. Le Code du travail, il faut le réformer? En tant que parlementaire, il est clair que je ne voterai aucune loi qui adopte les principes de Bruxelles et de la Commission européenne, puisque j'étais député européen, j'ai eu l'occasion de travailler sur la fameuse flexi-sécurité. La fameuse flexi-sécurité qu'on a copiée dans les pays du Nord. Mais la loi Macron, il y a beaucoup de flexi, mais pas du tout de sécurité. Donc, le retournement du Code du travail, c'est-à-dire en fait faire en sorte que les accords d'entreprise priment sur les accords de branche, est un recul par rapport à ce qui avait été négocié à la Libération. Ça a quand même été le Conseil national de la résistance qui a conçu le socle social français. Aujourd'hui, on veut tout détricoter parce que la Commission de Bruxelles entend imposer aux travailleurs sa vision ultralibérale de la société. Il n'est pas question que je vote ne serait-ce qu'un seul article dans ce sens. Alors, Michel Gerdari, vous concernant, est-ce que vous votez cette fameuse loi d'habilitation qui permet au président de la République de réformer le Code du travail par ordonnance? Vous savez, j'ai envie de répondre Emmanuel Valls. J'ai envie de dire Emmanuel Valls pour une bonne chose. On a oublié, il y a quelques mois, la loi travail a été adoptée sur le principe du 49.3. Cette loi sur le principe des ordonnances me rappelle la brutalité du 49.3. Monsieur Bissep n'a pas tout à fait tort quand il rappelle l'histoire, notamment la préservation des acquis sociaux. On ne peut pas aujourd'hui,
même en tant que président élu, quel que soit le score avec lequel il a été élu, faire un passage en force pour modifier un instrument aussi important que les lois qui encadrent le droit du travail. Le droit du travail, c'est ce qui touche à la vie de tous les salariés, de tous les secteurs. Dire aujourd'hui qu'on veut qu'un accord d'entreprise soit supérieur à un accord de branche, c'est quand même quelque chose de dangereux. On ne peut pas toucher à cela sans avoir touché au fondement même de notre pays, à la préservation, au modèle social français. Donc c'est un retour en arrière de 200, 300 ans. Je ne voterai jamais cela. Je crois qu'on est plusieurs autour de cette table, d'ailleurs cela a déjà été dit. Comparativement aux précédents candidats qui sont passés sur vos plateaux ce soir, où tout le monde est Macron, tout le monde est Macron, tout le monde est Macron. Mais il y a beaucoup de Macron. Il est le président élu. Aujourd'hui, il faut être intelligent. Qu'est-ce que demande le peuple? Qu'est-ce qu'a besoin le peuple? Et comment donner satisfaction au peuple? Il faut mettre ensemble les synergies, les énergies positives, les intelligences des uns et des autres, pour aller dans le sens de donner plus de satisfaction, plus de confort de vie au peuple. Passer aujourd'hui sur le principe de l'habilitation, pour moi, c'est du 49.3. Le 49.3 a été rejeté. Les Français ont été mobilisés dans les rues pendant plusieurs mois. Il faut éviter aujourd'hui le blocage de la France. Il faut avancer. On dit bien en marche. Il faut avancer en marche, mais il faut être en marche de manière constructive et en protégeant surtout les travailleurs français, les travailleurs guadeloupéens. Merci Michel Giannari. Alors Marlène Valentino, sur la forme et sur le fond. Alors, je voulais déjà dire que beaucoup de candidats ont incité la population à voter Macron en disant que c'était la façon de faire barrage à Le Pen. Mais ce qui va se passer là, c'est pas le barrage à Le Pen, parce que les gens ils vont être encore plus déçus de Macron qu'ils ne l'ont été de Hollande. Et c'est là qu'on les envoie dans les bras de Le Pen. Ce qu'il nous prépare là, c'est livrer les travailleurs poings et mains liés face au patronat. Quand on vous dit des accords d'entreprise, quand vous avez cherché un travail pendant très longtemps, que vous avez trouvé quelque chose et qu'on vous dit c'est à prendre ou à laisser parce qu'il y a des milliers dehors qui attendent, l'accord d'entreprise, ah oui, on va discuter entre gens de bien. Non, c'est le patron qui décidera. Et c'est bien pour ça que le patron du MEDEF a dit oui, il faut faire vite, oui, il faut faire vite. Déverrouiller le marché du travail. Il faut déverrouiller, il faut nous laisser les mains libres pour faire encore plus de licenciements. Voilà la vérité, à baisser les salaires. D'ailleurs, Macron, il a réussi quelque chose que personne n'avait encore fait. Il y avait l'alternance droite, gauche, droite, gauche. On était déçus de la droite, on votait à gauche. On était déçus de la gauche, on votait. Maintenant, lui, il a additionné droite et gauche, et tout ça pour casser les travailleurs. Donc moi c'est une alerte que je lance là. Il faudra qu'on se mobilise parce que le détricotage du code du travail, ce n'est pas pour dire au patron faites ceci, faites cela. Non, c'est aux travailleurs d'accepter ce qu'on va vous proposer. Moi, excusez-moi, par rapport vous allez consommer tout votre temps de parole sur un seul thème. Alors, laissez M. Cancel répondre, s'il vous plaît. Oui. Alors, sur la méthodologie, je dirais que c'est tout simplement une incarcération de l'expression démocratique. C'est empêcher véritablement que s'instaure à l'Assemblée nationale un véritable débat. Et pour résumer la position dans le fond de M. Macron et de ses amis, Monsieur Macron travaille sur le diktat de la haute finance, c'est clair. Il répond aux exigences de Monsieur Gattaz, patron des patrons. Et il faut bien comprendre, il faut que les travailleurs comprennent bien que toutes les mesures d'ordre social que prendra ce gouvernement, eh bien, ce seront des mesures scélérates contre les travailleurs, ça c'est clair. Donc il est nécessaire précisément que les gens qui surfent sur la vague macroniste en disant nous sommes de la majorité présidentielle, je voudrais leur dire que
notre peuple, quand même, a une certaine dignité, une certaine intelligence politique, et il n'y a plus de faiseur de roi. Et c'est bien le peuple qui, en toute intelligence et en toute conscience politique, choisira le meilleur candidat. Donc il est hors de question que vous, M. Cancel, vous votiez l'habilitation, vous habilitiez le gouvernement à procéder par ordonnance à la réforme du Code du travail. Il est hors de question, M. Canval. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans cette réforme? On dit qu'il faut déverrouiller le marché. Alors, qu'est-ce qui me dérange? Tout me dérange. Vous savez que le Code du travail, c'est vraiment la matrice sur laquelle reposent les relations sociales entre patronat et syndicats, partenaires sociaux. Et nous avons vu à l'œuvre le gouvernement Hollande, avec Macron notamment et ses acolytes, ils ont violemment attaqué les intérêts des travailleurs. Et comme je viens de le préciser, je le répète, M. Macron répond aux exigences du MEDEF. Donc on ne peut pas s'attendre à des mesures qui aillent dans le sens des intérêts des travailleurs et du peuple. Ce n'est pas un président... Allez-y, Karen, exemple. Vous seriez donc favorable, si le texte passait comme ça, à un blocage de la France et de la rue, de la Guadeloupe? Je ne me sens pas autorisé à bloquer la France, je n'ai pas ce pouvoir-là. En tout cas, en tant que député, je veillerai simplement à ce que les travailleurs, d'abord, donc les Guadeloupéens, moi je suis quand même un universaliste, je suis partout les travailleurs luttent, je suis de leur bord. Donc, je ne pense pas qu'il faille opposer le blocage à l'intelligence politique. Je pense qu'il faut que les travailleurs, que le peuple, que les gens, les progressistes, les humanistes se rassemblent pour faire barrage à ces attaques violentes contre leurs intérêts. Ça, alors justement, vous avez déjà... Allez-y, Madame Valentine, rapidement. J'ai pas fini. J'ai entendu dire que les ordonnances, c'était quelque chose de tout à fait légal. Eh bien, moi, ces ordonnances-là, je voudrais qu'on les utilise contre le patronat pour interdire les licenciements. On veut combattre le chômage? Eh bien non, ce n'est pas à eux qu'il faut donner de l'argent pour qu'ils puissent... Que l'État utilise cet argent pour créer des emplois. On en a besoin à l'hôpital, on en a besoin dans l'éducation, on en a besoin dans les services publics. Qu'on garde cet argent et qu'on crée des emplois. Donc l'emploi se décréterait selon vous? Puisque le fléau aujourd'hui, le monde maintenant, ça devient de la barbarie. Mais c'est beaucoup lié au chômage. C'est une urgence nationale, le chômage. Donc, on fait des ordonnances pour interdire les licenciements. C'est la première mesure qu'il faudrait faire par ordonnance. Que vous auriez voté volontiers si vous êtes élu député, l'interdiction des licenciements. Donc, on a un autre sujet qui est sur la table, c'est la loi de moralisation de la vie publique. Ça va être un deuxième gros chantier, on dirait, du gouvernement Macron. Madame Log, vous êtes prête à voter une loi telle qu'elle est entrevue aujourd'hui? Sur certains principes, oui. Mais il faudrait, comme je vous l'ai répété, que je connaisse un petit peu les tenants et aboutissants de cette loi. Bon, c'est vrai qu'elle s'inscrit. C'est déjà un certain nombre de choses. C'est vrai qu'elle s'inscrit un petit peu dans ce qui avait déjà été fait antérieurement, notamment la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et par la suite la loi du 14 février 2014 sur le non-cumul des mandats, et qui fait aujourd'hui qu'effectivement que certains de nos élus ne peuvent pas se présenter à ces élections législatives-ci. Moi-même, je ne vous cache pas, je vous le dis en toute franchise, je suis dans une situation d'incompatibilité parce que je suis adjointe au maire à Lens-Bertrand. Mais dès le 30e jour de l'élection acquise, il est très clair que je transmettrai ma lettre de démission en tant qu'adjointe au maire. Ça, c'est clair. Donc vous pensez être élu? Je pense être élu et je fais le travail qu'il faut pour ça. Donc, ça, c'est un principe. Le non-cumul des mandats, ça, c'est très clair pour moi. L'autre chose aussi qui impacte sur mon activité professionnelle, parce que je suis avocate, je ne pourrai pas exercer mes activités de conseil, mes activités d'avocate. Donc, il est très clair que je me ferai omettre. Pas démettre, pas une démission, mais une omission du barreau, qui sera provisoire sur la durée de la mandature. Donc, ça vous semble juste? Ben, écoutez, on a vu des dérives. On a vu des dérives et il faut effectivement poser des limites, poser des règles. Et c'est vrai que certains des intervenants l'ont rappelé, il y a beaucoup de personnes, de compétiteurs
qui sont passés ici ce soir et qui sont effectivement en situation de cumul de mandats et qui ne le disent pas, qui sont en situation de cumul, qui ont plusieurs mandats, mais on le sait, qui trop embrassent mal étreint. Nous avons besoin de députés compétents, de députés disponibles, et il faut qu'ils soient présents. Et qui plus est, j'irai plus loin encore, et c'est vrai que cela me plaît tout à fait, le fait qu'on ne puisse pas recruter des membres de sa famille, il faut qu'un député aussi soit réactif, qu'il comprenne ce qu'il vote, qu'il sache ce qu'il fait, et on sait que d'illustres prédécesseurs, tels que Rosan Girard, tels que Gertier Archimède, ce sont des députés qui votaient, qui œuvraient sans assistants parlementaires, parce qu'ils maîtrisaient les textes, ils maîtrisaient les codes et ils savaient quel était l'intérêt qu'ils devaient défendre, qui était avant tout l'intérêt de la Guadeloupe et pas seulement l'intérêt de certains partis pris ou de certains groupes ou groupements qui les poussaient à agir ou à aller dans une direction précise. Jean-Jacob Bicep. Oui, pour moi, la loi de moralisation de la vie politique telle qu'elle est prévue n'a, je dirais, rien de nouveau sur le soleil me concernant. J'étais député européen. C'est-à-dire que la transparence financière, on me l'a appliquée. Jusqu'à maintenant, vous pouvez consulter sur le site du Parlement européen ma situation financière. Les assistantes parlementaires, j'avais des règles. Il y avait un niveau de diplôme et il y avait le fait de ne pas embaucher un proche. Donc, c'est des choses que je connais. Donc, ce qui veut dire que cette loi, pour moi, c'est juste la transmission de ce qui se fait déjà au Parlement européen. Et on va très loin dans la recherche, et d'ailleurs c'est pour ça que Marine Le Pen a eu des problèmes, on va très loin au Parlement européen dans la recherche des connivences. Et ce qui m'étonne, c'est qu'un grand pays démocratique comme la France, alors que ça se pratique en Europe depuis environ une vingtaine d'années, c'est aujourd'hui que ce sujet arrive au débat en France. Moi, le principe, c'est un homme, un mandat. Un homme, une femme, un mandat. Il ne faut pas qu'on ait des mandats qui excèdent 2 mandatures au niveau national et 3 mandatures au niveau local. Ensuite, entre chaque période, il faut une période de latence. C'est-à-dire que vous ne vous repassez pas de mandat et ensuite vous repartez compétiter sur un autre mandat. Vous avez une période de latence, vous retournez à la vie civile. Voilà, c'est ça la modernisation concrète de la vie politique. Et c'est ça vers lequel on doit tendre. C'est ça la modernisation de la vie politique, la réelle, la vraie. Alors vous disiez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans cette loi, mais il va quand même un petit peu plus loin, en proposant des choses un peu nouvelles, comme le fait, par exemple, et ça s'inscrirait aussi dans cette loi de la moralisation de la vie politique, de réduire le nombre de lois, de consacrer plus de temps à l'évaluation des politiques, instaurer aussi une dose de proportionnelle. Bon, ça c'est peut-être encore un petit peu plus flou. Enfin, voilà, il propose quand même d'autres choses. Alors est-ce que ça peut aussi devenir une loi fourre-tout avec tout un certain nombre de choses? Mais enfin, en tout cas, il proposerait d'aller plus loin. Enfin, pour l'instant, nous avons des déclarations d'intention. Donc, ce que je demande, c'est à voir ce que concrètement le gouvernement Macron va mettre en place sur ce sujet, puisque effectivement, nous ne savons pas quel est le contour de la majorité qui va se dégager de ces élections. Et moi, je doute fort que les caciques des partis politiques bien établis sont prêts à se faire harakiri comme ça au Parlement. Donc, je demande à voir. J'attends et je reverrai. Mais en tout cas, moi, en tant que député, je voterai toutes les lois qui vont dans le sens d'effectivement d'une plus grande moralisation de la vie politique parce que c'est extrêmement nécessaire. Si aujourd'hui, la population est dans une situation de défiance par rapport aux élus, parce que quand vous avez... On va devoir vous couper, parce que vous avez dépassé votre temps de parole. 60% d'abstention. Résumez votre pensée, monsieur. Vous êtes en position de défiance par rapport à vos électeurs. Alors, Michel Giardari, que pensez-vous de cette loi sur la moralisation de la vie publique? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui fait que vous posez cette question ce soir? Parce qu'il y a 5 ans, vous n'auriez pas posé la question sur un plateau de télé. Là, c'est que ça fait partie des premiers projets, des premières lois que le président de la République veut soumettre au Parlement. C'est pas ça qui fait que vous posez la question. Vous posez la question ce soir dans ce débat parce que précisément, certains ont été vus et pris. Pas vu, pas pris. Ou pas condamné encore. En tout cas, pas pris. Ça fait des décennies qu'en France, que nous avons une vie qui est totalement immorale de la politique. Totalement immorale. Il aurait fallu d'une élection présidentielle, 2017, où des œufs pourris sont sortis et on commence à parler de moralisation.
on peut rendre hommage effectivement au nouveau ministre de la Justice, qui, lorsqu'il s'est rallié à M. Macron, avait posé le principe de la moralisation de la vie politique. Il a un procès bientôt, d'ailleurs. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui fait qu'on en parle, c'est parce qu'en fait, ce temps a été pris la main dans le sac. Tout le monde connaît maintenant le dossier Fillon, d'autres dossiers également ont été émergés, et on en parle. Je crois que, Madame le disait tout à l'heure très bien, l'ordonnance devrait être utilisée à bon escient. Et là, effectivement, on pourrait utiliser l'ordonnance. Enfin, je dis ça pour vous parapher. Ce qu'il faut aujourd'hui retenir, c'est que dans ces élections, puisque nous sommes comme en Guadeloupe, d'accord, nous sommes en Guadeloupe, certains candidats, je peux regretter, soutenaient, malgré tous les dossiers qui étaient présents, qui étaient confirmés, la mise en examen de M. Fillon, il faut le dire aussi. Certains candidats, même dans cette élection sur notre circonscription, ont continué à soutenir M. Fillon. Donc la moralisation aurait dû être votée depuis bien longtemps. Et ces candidats qui se présentent dans cette élection législative, bon, je ne demanderai pas d'enlever leur candidature. Voilà, on a parlé de démocratie, tout le monde a le droit de se présenter. Mais en termes de moralité, quand vous soutenez quelqu'un qui est mis en examen, qui avait dit que si je suis mis en examen, je vais devoir renoncer à ma candidature, et qui a tenu coûte que coûte, vaille que vaille, jusqu'au bout. Et certains candidats de la législative en Guadeloupe, je ne parlerai pas de notre ami de Saint-François, ont soutenu. D'autres aussi à Basse-Terre ont soutenu. Alors la moralité, on n'aurait peut-être pas la nécessité d'avoir le vote d'une loi, il aurait tout simplement fallu qu'on ait de la moralité personnelle, de la moralité, notamment quand on éduque ses enfants, on leur transmet une éducation, on leur transmet des valeurs. Mais c'est cette valeur-là, madame, que nous avons perdue dans notre pays et singulièrement en Guadeloupe. Il faut revenir à cette moralité. Votre pensée, pour ma part, une telle loi, naturellement, emporte mon adhésion, je la voterai, et je demanderai même qu'on aille encore beaucoup plus loin, parce qu'il faut mettre fin à ce système d'apparatchik, à ce système de dévoyage, etc., Merci. dans notre vie publique. Madame Valentino. Déjà, moi, je vous dirais, de cette loi, j'y crois absolument pas. Parce que, en général, les lois sont faites pour les petits, pour les travailleurs. Mais les lois pour ces gens-là, il n'y a pas de loi. Ils font ce qu'ils veulent, puisque ce n'est pas la première fois qu'on prend des dispositions, etc. Il faut présenter tout son patrimoine, etc. Enfin bon, il y a déjà eu un tas de choses. Ça n'a rien empêché du tout. Moi, ce que je dis, c'est que déjà, il y a trop d'élus, il y a trop de députés, il y a trop de sénateurs, il y a trop de tout ça qui ne servent à rien. Il faudrait un certain nombre de personnes qui soient au service de la population, choisis par la population, payés comme un travailleur. Point final, déjà, il y en aura déjà beaucoup moins, parce que payés comme un travailleur, parce que moi, quand je vais bosser, je travaille 12 heures par jour, je n'ai pas un salaire excessif pour pouvoir dire, bon, ben, j'ai à payer ceci, j'ai à soudoyer un tel, ou bien je vais côtoyer la haute. Non, je fais mon travail sérieusement. Et malgré tout, moins petit écart, je suis licenciée. Eh bien oui, pour les députés aussi, il faudrait qu'ils soient tous licenciés, enfin les élus en général, qu'ils soient licenciés à partir du moment où ils ne font pas le travail pour lequel nous avons élus. Qui les licencie? Nous, c'est nous qui les mettons là. Comme les révolutionnaires de la Commune de Paris avaient fait, révocable à tout instant. Vous êtes venus sur un programme, vous m'avez présenté ceci, vous m'avez dit, mettez-moi là, je ferai ça pour vous. Vous ne le faites pas dehors, c'est ce que font tous les patrons. C'est nous les patrons, c'est nous qui votons. Vous ne faites pas le travail dehors. Là, ce serait propre. Jacques Cancel. Oui, alors, vous me voyez très à l'aise pour répondre à cette question, puisque mon parti, il y a 20 ans, avait proposé ce dispositif éthique et morale en politique. Et nous avions à l'époque invité tous les partis politiques, en Guadeloupe en tout cas, à venir débattre pour essayer d'adopter un dispositif cadre. Eh bien, personne n'est venu. La presse a boudé, pas vous, M. Canval, mais les autres. Pas là. Eh bien, donc je suis effectivement à l'aise et je dirais que quand on parle de morale, alors c'est vrai qu'il y a l'aspect judiciaire, c'est ça, enfin l'aspect pénal, mais il y a plus. M. Gilles parlait de moralité. Quand on parle de moralité,
je n'arrive pas à comprendre ou à m'expliquer le comportement de certains élus qui font le chiapoul. C'est-à-dire qu'ils font le calcul. Chiapoul. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont au gré du vent. Ouais. Et je pense que c'est un mépris pour le peuple. Et le peuple ne comprend rien, évidemment. Cela explique en partie ce désamour entre cette population et le monde politique. Eh bien, les gens qui transforment leur vie politique en carrière politique et qui ne vivent que de calculs politiciens. Je t'aide aujourd'hui, tu me rendras l'ascenseur, enverras l'ascenseur. Là aussi, ça fait partie, selon moi, de la moralité et d'une absence totale de respect. On voit ce qui se passe dans ces élections législatives, où toutes ces tractations, ces combinaisons, ces revanches contre les uns et les autres. Donc vous êtes député, vous votez la loi de moralisation. Je suis député, je vous dis que depuis 20 ans, mon parti avait proposé ça, je vous dis que je voterai à demain, forcément. Mais, alors, un autre thème sur lequel vous êtes attendu aussi, c'est quelles sont les lois importantes que vous souhaiteriez porter si vous êtes élu député, Carole? Moi, les objectifs que je poursuis et qui figurent dans mon projet de société, j'ai pas voulu employer le terme programme parce que je l'ai répété très souvent. Programme s'apparente à des promesses. Et c'est effectivement, ça me renvoie à des images assez déplorables du passé et des promesses qui étaient formulées et non respectées. Donc, le projet politique tourne autour de mes rencontres avec la population de la seconde circonscription et même d'autres rencontres à travers mon activité professionnelle. Et il se dégage des axes précis. Le premier axe, c'est que la population souhaite de la sécurité. Le second axe, c'est que la population souhaite de la sérénité. Et le troisième objectif, c'est de la paix. Et pour moi, la paix ne peut être obtenue que par la paix économique. Et pour la paix économique qui sera pourvoyeuse de paix sociale. Donc, et à partir de là, je pense qu'il faut effectivement, le problème majeur de notre société, c'est l'oisiveté. Ce sont ceux qui sont au chômage. Et le chômage tue l'homme, détruit l'homme. Et quand on se retrouve dans une situation de sans-emploi ou à être pris dans un engrenage, effectivement, à même se sentir diminué en tant qu'individu, et c'est sur ça qu'il faudra jouer, sur l'emploi. Et pour relancer l'emploi, il faut relancer l'investissement. Et c'est justement, M. Macron dit qu'il faut déverrouiller le code du travail pour relancer l'emploi. Et vous venez de dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais il faut quand même être sûr, il faut quand même ajuster les choses. Il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Il faut préserver les acquis sociaux. Il faut préserver les acquis sociaux. Moi, dans mon activité que je déploie en tant qu'avocate, j'ai une activité de capitalisme. Les acquis sociaux, ce sont des charges. Ce sont des charges. Tout à fait. Mais je prends en compte quand même, la dimension humaine, la dimension sociale. Et je crois qu'en droit du travail, pour l'emploi, quand bien même effectivement il dit qu'il faut faire sauter des verrous, il faut savoir comment il les fait sauter et ce qu'il met à la place. Alors, vous êtes une avocate connue du barreau. Est-ce que vous approuvez cette mesure qui consisterait à limiter les indemnités aux prud'hommes? Moi, je pense qu'il faut quand même tenir compte du nombre d'années passées au sein de l'entreprise, qu'il y a quand même une situation humaine. Et là, c'est vraiment quelque chose des situations sur lesquelles je m'attarde. Il faut d'abord prendre en compte la situation humaine, les conditions de la rupture, avant effectivement d'imposer des situations qui peuvent être dramatiques pour celui ou celle qui la vit. Merci. Alors Jean-Jacques Bissec, vous, député, quel projet de loi à portée locale ou nationale vous auriez envie de porter? Je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, je serai un député de rupture. Donc, mon programme, il est dans le sens de la rupture. Premièrement, concernant le marché de travail de la Guadeloupe et la problématique de l'emploi des jeunes. À l'instar de ce qu'ont fait nos amis polynésiens, je souhaite qu'il y ait une loi qui donne la priorité d'embauche en Guadeloupe aux Guadeloupéens formés en Guadeloupe lors de la recherche d'emploi. Ça, c'est quelque chose qui me semble va dans le bon sens. Par rapport à la ségrégation spatiale qu'on voit se mettre en place de manière sous-brestive en Guadeloupe, ce que je proposerais, c'est, tout comme les Corses l'exigent, c'est de faire en sorte que l'on ne puisse pas acquérir un terrain en Guadeloupe si on ne réside pas en Guadeloupe depuis 10 ans. Pour en fait arrêter ce que Aimé Césaire appelait le génocide par substitution. Encore
toujours dans le sens d'une plus grande responsabilité et dans le sens de l'identité guadeloupéenne. Ce que je proposerais, comme les amis polynésiens, parce que je dis les choses parce que vous avez beaucoup d'idées, monsieur Bicep, mais par ailleurs pour résumez votre pensée. Pour qu'on ne dise pas que Bicep dit des choses qui ne sont pas faisables. Nos amis polynésiens, ben, en fait, ils ont un statut qui leur permet effectivement d'avoir une hymne ou d'avoir une identité représentée à l'échelon international. Et je finirai, je développerai, aller plus loin, mais vous aurez bien compris que pour avoir tout ça, il faut que nous ayons un statut sur mesure qui rompt avec le statut départemental d'aujourd'hui. Michel Gerdari, quelle loi voudriez-vous porter à l'Assemblée nationale? Avant d'aller dans les lois, c'est une des fonctions du député. Nous avons ici aujourd'hui en Guadeloupe des problématiques vitales qui ne sont pas résolues. Ça ne sert à rien de partir de couvrir 10 lièvres à la fois. Nous avons des urgences sociales, des urgences de santé. Alors, tant que nous n'allons pas les résoudre, ça ne sert à rien de se projeter dans 10 000 choses à la fois. Madame, nous avons un souci d'eau. Nous sommes le seul département de France et de Navarre sans eau. Je propose de créer une commission d'enquête parlementaire pour convoquer le président directeur général de Veolia Environnement, maison mère de la Générale des Eaux. Le Guadeloupéen a payé sa facture d'eau, a payé également la charge pour la reconfection des canalisations. Où est passé l'argent? Comment pouvons-nous être le seul département de France et de Navarre sans eau? C'est scandaleux. Mayotte aussi. Il faut régler la problématique et je propose immédiatement de créer une commission d'enquête parlementaire sur la question de l'eau. Deuxième souci, on nous a autorisé pendant des années l'utilisation du chlordécone alors que le produit était interdit par ailleurs depuis 1976 aux États-Unis. En métropole depuis 1982. Nous sommes en France ici, en Guadeloupe. Ne me parlez pas de la France métropolitaine, ne me parlez pas d'autres projets, tant que nous n'avons pas réglé. Donc concrètement, sur ce sujet, qu'est-ce que vous proposez? Nous avons des handicaps. Avant de partir sur la Lune, réglons les handicaps. Il nous faut de l'eau. Il faut aujourd'hui traduire devant les tribunaux M. Jean-Pierre Soisson, ministre de l'Agriculture en 1993, qui a signé une dérogation pour que les populations... Ce sujet est important. Je me permets d'insister. Non, mais résumez votre pensée. C'est une question de temps. Voilà, votre temps de parole. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes là-dessus. Il faut, tant que ces ministres sont encore en vie, créer une commission d'enquête parlementaire, là aussi, pour que M. Soisson dise comment il a pu signer une dérogation pour empoisonner les Guadeloupéens et obtenir des réparations. Merci. Madame Valentino, quel projet souhaiteriez-vous porter au niveau de l'Assemblée nationale, à part prendre les patrons? Vous savez, ils se prendront eux-mêmes parce qu'ils sont prêts à vendre même la corde qui servira à les prendre pour pouvoir faire leur profit. Mais ce que moi je veux dire, c'est que nous, travailleurs, nous sommes dans une situation où nous avons une fiche de paye qui reste toujours pareille et par contre, les prélèvements qui sont faits sur cette fiche de paye ne font qu'augmenter. Et là, on nous promet encore d'augmenter la CSG qui sera prélevée sur notre salaire. Ça veut dire que notre salaire, il va diminuer parce qu'en face, il y a les prix qui augmentent. Donc, face à cela, nous on dit qu'il faut absolument que nous ayons un salaire pour pouvoir vivre. À quel montant situe à peu près ce salaire? À peine survivre, parce que nous on demande 1 800 € net pour tout travailleur, pour tout retraité. Donc, pas de minima sociaux en deçà. Parce que quand vous avez votre loyer, quand vous avez les enfants, quand vous avez le gaz, l'électricité, l'essence, la voiture, les traites, etc., ça ne suffit pas. Donc, des gens qui ouvrent les grands yeux quand on parle de 1 800 €, mais je peux vous assurer que c'est juste pour ne pas tomber dans la misère. Ce n'est pas uniquement ça, monsieur. Permettez quand même que je puisse développer. Non, mais vous avez épuisé votre temps. Enfin, allez-y, je vous accorde encore un petit peu de temps, juste pour résumer votre pensée. Ce qu'on veut aussi défendre, c'est, je le rappelle, l'interdiction des licenciements, parce que le chômage, c'est la seule façon de combattre le chômage. Interdiction des licenciements, répartition du travail entre tous. Et puis quand on vous dit, je ne peux pas, ma caisse est vide, je n'ai pas les moyens, eh bien, ouvrez les comptes. Avec ordonnance, on ouvrira les comptes.
pour savoir si c'est vrai. Parce que moi, monsieur, je n'ai pas de secret. Quand moi, je reçois ma fiche d'impôt, on me dit, voilà, madame, vous avez touché dans l'année, voilà ce que vous avez touché, voilà ce que moi je prends. Pourquoi il n'y a pas de secret bancaire pour moi et il y a secret bancaire pour les autres? Vos idées. Jacques Cancel. Oui, alors, je voudrais d'abord préciser qu'il est clair pour moi qu'un élu, un député guadeloupéen, fût-il Jacques Cancel, ne peut pas avoir la prétention de changer fondamentalement les choses en Guadeloupe. Ça, c'est clair. Cependant, moi, pendant cette campagne, et je continuerai, j'ai rencontré, et je rencontre en tout cas, ceux qui font la Guadeloupe, hein, dans tous les domaines, les agriculteurs, les pêcheurs, les enseignants, les professionnels de santé, et j'essaie de comprendre, de les écouter, et pour précisément faire en sorte que de leurs préoccupations sortent mes positions. Alors, j'ai rencontré les agriculteurs, par exemple, et dans le cadre, en m'appuyant sur une loi qui existe, sur la ruralité, je vais travailler énormément à proposer, singulièrement pour le Nord-Grande-Terre, pour lui, Petit Canamance Bertrand, un développement qui s'appuie sur cette loi. Et je puis vous assurer que développement durable, culture, tourisme, tout le monde pourra trouver son compte. Je suis enseignant moi-même. J'ai rencontré également les centrales syndicales de ma corporation. Et là aussi, nous avons un problème énorme au niveau de l'enseignement. Nous estimons qu'il y a aujourd'hui chez nous en Guadeloupe suffisamment de pédagogues, suffisamment de penseurs confirmés. Et nous sommes en mesure aujourd'hui d'élaborer non pas un programme scolaire, mais un système éducatif qui puisse coller aux réalités de ce pays de Guadeloupe et réduire, ce faisant, le taux beaucoup trop important d'échecs scolaires. Voilà les deux domaines dans lesquels je pense pouvoir agir. Je sais très bien qu'il ne suffit pas de venir et de déposer une proposition de loi. Il y a tout un chemin assez tortueux à... Merci, Monsieur Cancel. Vous avez bien compris. Alors, l'heure est arrivée pour nous de conclure ce débat. Vous avez une trentaine de secondes pour dire aux Guadeloupéens, enfin entre 30 secondes et une minute, vous en prenez un petit peu plus. Donc, pour conclure, dire aux Guadeloupéens, pourquoi faudrait-il voter pour vous, Carole Log? Pourquoi voter pour moi? Parce que je propose une compétence associée à une connaissance du terrain et que j'ai bien compris et saisi ce qu'attend la population de la Guadeloupe et qu'aujourd'hui, nous souhaitons plus que jamais nous retrouver et évoluer dans un environnement serein, apaisé. Et c'est ce pourquoi je milite et c'est ce que je défendrai à l'Assemblée nationale. Donc, plus que jamais, je demande à la population de la seconde circonscription de voter et d'apprécier le projet que je développe, le projet de développement que je développe et qu'ils puissent voter en leur âme et conscience. Merci, madame. Monsieur Bicep. Oui, ça a envie de dire peuple Guadeloupe et singulièrement mon deuxième circonscription là. Ça a envie de dire c'est que je dis là, la Guadeloupe a dans un tournant historique. Il faut nous comprendre, il faut nous mesurer tournant historique là ça. Et si nous voulons effectivement sortir pays en nous à dans Joukla qui est là, en bas Joukla qui est là, eh ben c'est le moment de mettre comme député à l'Assemblée nationale, en députés qui sont députés de rupture. Moi, ancien candidat à l'Alliance pour la Guadeloupe, en mouvement non-AIC Peuple et Région Solidaire, ça veut dire que c'est les Catalans, c'est les Basques, c'est toutes les gens qui voulaient cascode et puis système français là, Jean marché, je dis là, donc encore inviter les autres, si vous voulez changer orientation politique à la Guadeloupe, votez pour Jean-Jacob Bicep et Windy Sina Debebeden. Merci beaucoup. Alors, Michel Girdari, pourquoi voter pour vous le 10 juin? Voter pour Michel Girdari et sa suppléante Myriam Lugnon, aujourd'hui, équivaut à changer radicalement toutes ces vieilles pratiques que nous avons en Guadeloupe qui n'ont pas fonctionné, toutes ces alliances politiques qui se sont faites sur le dos du peuple guadeloupéen en définitif. Je propose très clairement de faire 3 commissions d'enquête parlementaire sur l'eau, le chlordécone et la situation de monopole de la Sahara. Il est temps aujourd'hui qu'on sache ce qu'on paie à la pompe. Je propose également aux agriculteurs de faire une réforme du modèle de paiement de la richesse saccharine. C'est un modèle injuste. Les agriculteurs sont les derniers à être payés après l'usine
après les opérateurs de coupe, après les SICA. S'il reste quelque chose, ils vont recevoir. Donc il faut réformer en profondeur le principe de la richesse saccharine. On a bien compris. Merci beaucoup. Marlène Valentino. Oui. Donc, moi, ce que je voudrais dire aux travailleurs qui m'écoutent, que campagne électorale ou pas, la grande bourgeoisie va poursuivre sa guerre aux travailleurs au travers des suppressions d'emplois, à travers les licenciements, les bas salaires, la précarité. Elle va écraser de tout son poids les artisans, les petits commerçants, les agriculteurs. Et Macron va l'aider à base d'ordonnances. Il ira dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, il faut que nous, travailleurs, nous nous positionnons pour pouvoir défendre nos intérêts. Nous sommes capables de lutter, mais il faut aussi que nous construisions une force politique parce que la lutte seule ne suffit pas, et la force politique qu'on va créer, c'est déjà une amorce de notre détermination à nous en sortir. Merci beaucoup. Et donc, je dirais aux travailleurs, en votant pour les candidats de Combat-Ouvrier, c'est déjà une pierre qu'ils mettront à la construction de ce parti, à cet édifice qu'ils devront absolument avoir. Merci Madame Valentino. Alors Jacques Cancel, vous avez le mot de la fin. Mes chers compatriotes de la 2e circonscription, je voudrais très solennellement vous dire que vous avez là une occasion rêvée de dire non à ce spectacle affligeant que nous proposent les politiciens. Dire non à toutes ces tractations, à toutes ces combines, à tous ces arrangements, à tous ces règlements de compte. Et nous vous invitons à rompre avec ces pratiques. Nous vous invitons à voter Jacques Cancel et Victor Hartin, une candidature qui s'appuie sur 2 piliers, la loyauté, l'expérience et la compétence. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Vraiment, je vous remercie d'être venus participer à ce débat depuis 20h15. Karen, on a rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain. Je signale aussi que nous avions invité Laurent Bernier et qu'il a décliné notre invitation. Et donc, on se retrouve effectivement mardi prochain pour un autre débat consacré à la 3e circonscription. Et ce débat-là sera rediffusé samedi matin à 8h sous nos antennes, de façon à permettre à un maximum de personnes de pouvoir profiter de vos propos. Passez une excellente soirée sur Bonne ATV. soirée.